passerait les décimales. Donc 70 milliards d'euros. En quoi c'est embêtant? Vous me direz, au contraire, c'est bien, puisqu'on reçoit plus qu'on donne. Hein, c'est mieux encore que dans la Bible. Hein. On donne, d'accord, mais on reçoit plus, c'est formidable. Sauf que, vous savez peut-être, qu'en économie, peu de choses sont gratuites. Donc ces 70 milliards, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que l'économie française, en général, va devoir emprunter pour payer. Qu'est-ce que tu as mis comme pollen? Bon, il y a une attaque virale je ne sais pas, non, parce que je risque de m'étouffer avec. Ça serait pire. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, ces 70 milliards, il va falloir les payer. Comment? Comment fait-on pour payer quand on veut acheter quelque chose? Est-ce que quelqu'un a une idée? Eh bien, soit on pioche dans des réserves, mais ces réserves, on en a de moins en moins, soit on emprunte sur les fameux marchés financiers. Et c'est un des plus gros problèmes qu'il y ait. C'est-à-dire que Marine Le Pen, dernièrement, et plusieurs fois, l'a dit, mais même si on ne l'entend pas trop à la télévision, parce que ça gêne, a dit assez souvent, je préfère m'occuper de mes concitoyens et des plus démunis d'entre eux, plutôt que des marchés financiers. Si je dois choisir entre aider les marchés financiers et aider mes concitoyens, j'aiderai mes concitoyens. Elle a tout à fait raison, même s'il n'y en a pas beaucoup comme elle qui le disent. Simplement, ces 70 milliards, c'est sans doute la contrainte la plus importante à laquelle est soumise l'économie française. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'emprunter. Et on emprunte actuellement, vu le système actuel, on emprunte actuellement essentiellement sur les marchés financiers. Ces marchés financiers, bon, la France emprunte à 3%, 4%, l'Italie a emprunté à 5 ou 6%. Et je ne parle pas uniquement des dettes publiques, puisque en fait, là, ce sont les dettes... excusez-moi, je vais faire glou-glou. Excellent. De la voiture. Du radiateur. Oui, du radiateur. Merci, ils veulent vraiment m'empoisonner. Je pense qu'il y a des sbires de Hollande, voire de Sarko, qui sont cachés ici. Ah non, quand même pas. Donc, on les reconnaît, ils éructent tellement que là, ceux-là, il n'y en a pas ici. Ça fait de la bave qui coulerait. Il y a un peu de bave, oui, c'est vrai. Donc, en fait, le gros problème, c'est de pouvoir financer cela. Alors, s'il y a un déséquilibre, il y a toujours eu des déséquilibres entre pays, mais c'est un déséquilibre qui perdure. C'est-à-dire qu'en 2002-2003, il n'y avait pas de déficit commercial. En France, on vendait autant, sinon même plus que ce qu'on achetait. Deux exemples. Par rapport à la Chine, c'est évident, mais même par rapport à l'Allemagne, actuellement, on a un déficit qui tourne entre 20 et 30 milliards d'euros, hein, c'est-à-dire entre le tiers et les 2/5 de notre déficit commercial et envers l'Allemagne. En 2002, c'était simplement 5 milliards, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 4 ou par 5 ce déficit avec l'Allemagne. Alors, on peut faire des papouilles à Angela, mais ça ne change pas cela. Hein. L'Allemagne, pour l'instant, nous vend plus qu'elle nous achète. Alors, si Angela acceptait de nous donner les 20 milliards hein, et de ne pas nous faire payer, ça serait très bien. On comprendrait l'amour de Nicolas pour Angela, mais ce n'est pas le cas. Donc, on comprend bien que ce déficit doit se payer d'une manière ou d'une autre. Eh bien, il se paye d'une certaine façon politiquement par le fait que, pour le moment, Nicolas est aux ordres d'Angela. Et on ne peut pas lui reprocher, c'est-à-dire que peut-être qu'à sa place, on en ferait autant. Simplement, c'est le système qui veut ça. Et ce système, ce qu'on peut reprocher, ce qu'on doit reprocher à Nicolas Sarkozy, c'est qu'il va perdurer, il insiste même pour qu'on renforce l'Europe, qu'on renforce un certain nombre de choses. Alors, bien sûr, depuis 15 jours, il dit le contraire. Hein. Depuis 15 jours, il reprend toutes les idées de Marine. Mais si on regarde tout ce qu'il a fait jusqu'il y a 15 jours, jusqu'à ce qu'il ait compris que, finalement, ce système
risquer de lui coûter sa place, il fait semblant de s'apercevoir que le système est mauvais sans le remettre en cause. C'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause la loi de 73, il ne remet pas en cause l'euro, mais il dit oui, on va faire les gros yeux aux gens qui veulent entrer illégalement, et puis on va peut-être faire les gros yeux plus tard sur ceux qui veulent nous vendre des choses. C'est complètement pipeau, c'est complètement bidon, un peu comme les sondages officiels, mais on peut craindre que ça ne marche. Alors, j'espère que vous aurez effectivement suffisamment d'arguments pour dire pourquoi c'est fou, c'est idiot, c'est pire qu'en 2007, parce qu'en 2007, on pouvait éventuellement le croire. Hein. Je dois même avouer que je l'ai cru. Oui, j'ai même voté pour Sarkozy. Mais ne le dites à personne, hein. C'est off, comme on dit. Hein. Donc, n'envoyez pas de tweets, n'envoyez pas de Facebook, ne faites pas des trucs comme ça. Hein. Coupez la caméra. Bon. Sinon, je te piquerai ta cassette, sauf que c'est peut-être pas une cassette. Bon. Donc, en fait, il faut bien voir que, initialement, quand quelqu'un dit quelque chose, bon, on peut être tenté de le croire, mais quand il nous fait 2 fois le même coup, tout en ayant montré que pendant 5 ans, il faisait tout à fait autre chose, il est rendu incrédible, du moins je l'espère. Et c'est à vous aussi, sur les marchés, dans les tracts, quand vous discutez avec les gens, de dire pourquoi ceci est faux. Donc, cette histoire de déficit commercial est sans doute le plus important qu'il y ait, et c'est le problème, si on n'avait pas ce déficit commercial, on pourrait dire du jour au lendemain, zut, et peut-être même plus au marché financier. Puisque, en fait, notre production nationale suffirait, hein, tout se passerait comme si on était en économie de troc, c'est-à-dire on n'a pas besoin de financement extérieur, hein, on échangerait à un prix donné, donc la monnaie jouerait le rôle d'une unité de compte, on pourrait compter ça en n'importe quoi, donc y compris en francs nouveaux, et on n'aurait pas de soucis. C'est le déficit commercial qui pose le plus grand problème. Alors, je vais me permettre, si vous voulez bien, d'insister sur ce que Marine appelle le protectionnisme intelligent. On ne l'a pas trop développé parce que c'est quelque chose de délicat, et j'y travaille encore cet après-midi, mais c'est quelque chose d'assez fondamental. Alors, lorsqu'on parle de protectionnisme, le grand reproche qu'on nous fait tout de suite, c'est de dire ouh, ils veulent devenir ils veulent renfermer la France sur elle-même, ils croient que la ligne Maginot peut marcher. Je vous signale que la ligne Maginot, il y avait un petit problème, c'est qu'elle n'allait pas jusqu'à la Belgique, donc de toute façon, même si elle avait été efficace, on pouvait passer à côté. Donc un protectionnisme intelligent doit être un protectionnisme qui gère tous les échanges et pas uniquement certains échanges. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des choses simples et des choses qui sont un peu plus nouvelles. Les choses simples, c'est effectivement essayer de regarder les déficits avec les différents pays et puis voir, par exemple, quand on commerce avec la Chine et regarder les conditions sanitaires, les conditions diverses et variées de production d'un Chinois. Bon, il y a effectivement le salaire du Chinois qui est 8 fois moindre que le salaire d'un ouvrier français, mais en dehors de ça, il y a les conditions de salubrité, les conditions de technicité, il y a les conditions environnementales, il y a la pollution due aux mines de charbon qu'ils exploitent, etc. Donc, on a déjà raison, même du point de vue d'Eva Joly, de dire que commercer avec la Chine, c'est pas forcément bon pour la planète. Mais en dehors de cela, on peut aussi dire qu'il faut à tout prix essayer d'équilibrer tous les échanges. Pourquoi les échanges avec la Chine sont autant déséquilibrés? Il y a ce que je viens de dire, les conditions de coût sur place, mais il y a aussi les conditions monétaires. C'est que tout le monde pense, tous les experts, même si être expert c'est facile, il suffit de se prétendre expert, hein, même sans sortir une liste de diplômes à peu près authentiques quand même, mais c'est pas les diplômes qui comptent, c'est l'expérience. Et un expert qui a travaillé un petit peu sur la Chine va vous dire oui, le yuan est trop déprécié, il devrait être un peu plus élevé. C'est la même chose pour le dollar. Donc il y a différentes explications pour cela, mais on comprend bien que si ce que vous achetez
à un prix dévalué par rapport à ce qui devrait être, c'est plus facile à vendre. Ils font en fait ce qu'on appelle du dumping monétaire, c'est qu'ils vendent plus bas qu'ils ne devraient vendre. Bon, on ne peut pas faire grand-chose, au moins tant qu'on est dans l'euro, et même si on n'était pas dans l'euro, c'est peut-être pas la seule solution. Donc il y a une autre idée qui est en train de germer, hein, je vous en fais la primeur, c'est d'avoir un peu des droits à l'importation, un peu comme il y a des droits à la pollution ou des droits carbone. C'est-à-dire en fait, pour importer, il peut y avoir un marché de droits à l'importation. Je m'explique. Vous avez tous sans doute travaillé avec ou rencontré des vendeurs de boîtes d'import-export. L'idée, c'est que les entreprises qui importent soient en lien avec les entreprises qui exportent afin d'équilibrer. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça au niveau d'un pays, faire ça au niveau de groupes de produits, de groupes d'un secteur industriel ou d'un groupe de nations. On peut faire ça de gré à gré, c'est-à-dire que, je donne un exemple, supposons que des importateurs de textiles veuillent importer de Chine, eh bien, il faut qu'ils trouvent des exportateurs d'Airbus qui exportent vers la Chine, et en fait, ils pourront importer autant que les exportateurs exporteront vers la Chine. C'est une façon de faire, c'est ce qu'on appelle le marché de gré à gré, c'est-à-dire que c'est des accords entre entreprises, mais on peut aussi imaginer de mettre des droits à l'importation. Par exemple, s'il y a 10 ou 15 millions qu'on veut importer de Chine, eh bien, il faut pénaliser d'une certaine façon, il faut que les entreprises qui veulent exporter bénéficient de ces droits qu'on prélèverait sur les entreprises qui importent. Donc c'est ce qu'on appelle un marché ouvert. Donc pour le carbone, on a essayé de mettre ça sur pied, je ne sais pas si c'est très efficace, mais l'idée est en l'air. Et bon, j'avais eu cette idée il y a quelques mois. Il se trouve que un conseiller d'Obama, Warren Buffett, un milliardaire, a aussi eu cette idée pour essayer de rendre cet équilibre à la fois conforme à certaines règles de bienséance et aussi efficace. Parce qu'on comprend bien tous que lorsqu'un pays est régulièrement importateur, c'est-à-dire qu'il importe plus qu'il n'exporte, il va finir par y avoir un problème énorme. Et pour le pays qui importe, et aussi pour le pays qui exporte et qui a des créances telles qu'il n'est pas sûr de pouvoir se faire rembourser un jour. Imaginez que l'Allemagne, qui nous exporte à peu près 30 milliards de plus qu'elle n'importe, au bout d'un certain temps, on se fâche avec l'Allemagne, on dit bah, écoutez, on ne vous paye plus. C'est désagréable pour la France, c'est désagréable pour l'Allemagne, c'est comme ça qu'un certain nombre de guerres sont arrivées d'ailleurs. Donc il faut bien voir que personne sur le long terme, aucun pays sur le long terme n'a intérêt à ce déséquilibre. Par contre, une entreprise qui par définition est apatride, surtout les entreprises du CAC 40 ou les grosses entreprises, elles s'en fichent bien. Donc il faut les forcer à faire les choses correctement, et cette histoire de droit importation-exportation semble être la meilleure façon, parce que les entrepreneurs, surtout les gros, sont très astucieux pour essayer de tourner les règlements. Là, s'ils sont obligés de le faire, eh bien, ils le feront, et puis ils s'en ficheront du moment qu'ils gagnent de l'argent, soit à l'importation, soit à l'exportation. Le fait de dire qu'il faut acheter français ou produire français, ça concerne les Français, ça concerne les petits, les moyens, mais les grosses boîtes, elles s'en foutent royalement. Donc, peut-être que j'en ferais autant si j'étais à leur place, mais je ne suis pas à leur place, et cette histoire de droit à importation, exportation est importante. Il y a d'autres méthodes, effectivement. Il y a aussi des comptes